et appuyer sur parfait. OK. Donc, merci encore de vous joindre à nous pour notre webinaire aujourd'hui intitulé Le bien-être environnemental de votre communauté, Action entreprendre en 2023. Notre présentation va souligner les liens entre l'environnement, le bien-être et puis la résilience climatique sur un plan local. Je vais commencer avec une reconnaissance de territoire. Donc, au cours de ma vie, j'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège de vivre et de visiter plusieurs territoires traditionnels autour du pays qu'on appelle maintenant le Canada. Aujourd'hui, je vous appelle de mon bureau au centre-ville de Toronto, sur la terre traditionnelle des Hurons-Wendat, des Sénéca et de la Première Nation des Mississauga de Credit. Ce lieu de rencontre est toujours le foyer pour nombreux peuples autochtones et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de travailler sur cette terre aujourd'hui. Donc, je vais maintenant passer la parole à Teresa, notre directrice générale ici à la CDE. Donc, Teresa, maintenant à toi. Oui, merci Zoé. Pour ceux qui ne connaissent pas, ACDE est une clinique d'aide juridique spécialisée financée par Aide juridique Ontario. Nous travaillons pour protéger la santé humaine et notre environnement. Nous demandons justice pour ceux qui ont été lésés par la pollution. Aussi, nous travaillons pour changer les lois afin de prévenir les impacts environnementaux sur les personnes dans leur maison et leur communauté. Notre priorité est de représenter les personnes à faible revenu et vulnérables. À toi, Zoé. Merci, Teresa. Donc, sans plus tarder, on va débuter la présentation maintenant. OK, Teresa vient de faire ça. Donc, on va commencer aujourd'hui juste avec un petit recap sur les effets du changement climatique et la santé humaine. Donc, le changement climatique a déjà et va continuer à avoir des influences importantes sur la santé humaine. Certaines menaces sont déjà existantes pour la santé et vont s'intensifier, et puis de nouvelles menaces vont aussi apparaître. Mais pas tout le monde est exposé aux mêmes risques. L'âge, les ressources économiques et la situation géographique sont seulement une couple de facteurs importants à prendre en compte quand on regarde les impacts du changement climatique sur la santé. Donc, les effets des changements climatiques sur la santé vont être nombreux. Et puis ici, j'ai quelques exemples de des événements climatiques et les effets de santé qui vont être attribués ou associés à cet événement-là. Donc, seulement des exemples. Pour des températures extrêmes, on peut avoir des coups de chaleur, des augmentations des visites aux hôpitaux. Pour des inondations, on va voir plus de blessures extrêmes ou même des décès, des maladies respiratoires. Quand on regarde à la pollution atmosphérique, on pense à l'asthme et à l'augmentation encore des visites à l'urgence. Et aussi, par exemple, une augmentation de symptômes des allergies, les rhinites, les maladies respiratoires, etc. Donc, ici, pour les changements climatiques aussi, on parle surtout d'une question d'équité. Beverly McLaughlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada, nous a dit récemment que la lutte contre les changements climatiques est l'un des défis les plus importants auxquels le Canada et le monde seront confrontés au 21e siècle. Les personnes vulnérables seront particulièrement touchées par les répercussions des changements climatiques, ceci qui va exaspérer les difficultés sociales et juridiques auxquelles elles sont confrontées. Et aussi, l'ONU a reconnu quelque chose de similaire en disant que les groupes défavorisés souffrent de manière disproportionnée des effets négatifs du changement climatique, ce qui entraîne une plus grande inégalité ultérieure. Donc, cette petite intro étant dit, on va commencer avec un des premiers 3 thèmes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Donc, le premier, c'était réduire le plomb dans l'eau potable. Donc, où est le plomb?
il y a beaucoup de sources de plomb dans l'environnement, construites et naturelles, mais aujourd'hui, on va seulement discuter du plomb dans l'eau. La présence du plomb dans l'eau potable, c'est principalement dû aux tuyaux et aux matériaux de plomberie, ainsi qu'aux soudures qui sont datées. Donc, comment le plomb se rend là? Bien, ça se rend dans notre eau par voie des pipes, comme j'ai mentionné, dans les maisons construites dans les milieux des années 1950. Les soudures utilisées pour assembler les tuyaux avant 1990, les appareils en laiton plombé, comme les robinets, et quand ces choses-là se corrodent ou se dégradent, le plomb peut pénétrer dans l'eau qu'on boit. Et puis, pourquoi le plomb est dangereux? Le plomb est dangereux pour la santé humaine et surtout pour les jeunes personnes et les enfants. Et puis, quand le plomb se dégrade et dissout, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, puis ça n'a pas de couleur. Donc, le public peut ne pas savoir s'il est exposé au plomb. Ça, c'est une inquiétude. Le deuxième thème que je voulais explorer aujourd'hui, c'est améliorer la qualité de l'air local. Donc, où est-ce que l'air peut être d'une faible qualité? Surtout à proximité des usines industrielles. Donc, on peut penser à des usines de plastique, de pâte et papier, d'acier, d'industrie minière, etc. Et puis, comment l'air devient pollué? Bien, l'Ontario prescrit des normes d'émissions atmosphériques en vertu du règlement de l'Ontario 419-05, euh, qui ce règlement-là pour but de contrôler les émissions atmosphériques. Ce règlement est établi en vertu de la loi sur la protection de l'environnement, mais les émissions des pollueurs ne sont pas toutes conformes à ces normes et puis sont souvent exemptées en vertu d'un permis de normes propres au site ou bien un autre permis de la province qui alloue un dépassement du taux prescrit par la province dans le règlement de l'Ontario 419-05. Donc, pourquoi est-ce que les usines industrielles peuvent être dangereuses? C'est clair, diverses industries relâchent des polluants dangereux pour la santé humaine. Par exemple, des usines d'acier relâchent du benzène et puis du benzopyrène, deux substances qui sont cancérigènes connues. En plus, le benzène est considéré comme une substance toxique sans seuil. Et puis ça veut dire qu'il peut avoir des effets néfastes sur la santé qui peuvent se produire à n'importe quel niveau d'exposition. Donc, ça n'a pas besoin d'être après un certain niveau, 100 microlitres, genre, de ce genre-là, c'est à n'importe quel temps. Donc, mais quand même, c'est la province qui permet à certaines compagnies à contribuer à relâcher des émissions comme ça en vertu du règlement 419-05. OK. Et le dernier thème qu'on va regarder, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables dans nos communautés contre les vagues de chaleur. Donc, où sont les vagues de chaleur? Ici, c'est chez nous, chez vous, en Ontario, au Canada. La température moyenne au Canada a déjà monté de presque 2 degrés Celsius dans moins que les derniers 100 ans. Et on s'attend à ce que ça augmente encore plus d'ici la fin du siècle. En plus, le nord du Canada, c'est différent que le reste du Canada. Là-bas, la température annuelle moyenne a déjà augmenté de plus de 2 degrés Celsius. Et puis ça, c'est environ le triple du rythme moyen mondial. Donc, comment les vagues de chaleur vont changer? Bien, la durée, la fréquence, puis l'intensité des épisodes de chaleur extrêmes vont continuer à augmenter. Donc, ça veut dire qu'ils vont être plus longues, ils vont être plus intenses, ils vont être plus fréquents. Et puis, ça va monter à mesure que les températures mondiales montent aussi à cause du changement climatique. Et puis, pourquoi les vagues de chaleur sont dangereuses? Bien, on a déjà vu dans les années récentes les centaines de tragédies liées à la chaleur extrême.
on peut penser aux conditions au Québec et en Colombie-Britannique. Et puis, les conditions deviennent vraiment mortelles quand nos corps ne peuvent pas rester à une température de 36,6 degrés Celsius. Donc, comme j'ai mentionné, en 2018, au Québec, l'été le plus chaud enregistré depuis presque 150 ans. 86 personnes sont décédées à cause de la chaleur. Et puis, en Colombie-Britannique, dans juste 5 jours en 2021, 619 personnes sont décédées à cause de la chaleur. Donc, là, on va passer aux actions concrètes dont vous pouvez entreprendre en 2023 et passer pour assurer votre bien-être et le bien-être de votre communauté. Donc, le premier qu'on regarde, c'est, on va retourner, cette section va être retournée comme en 3 sections, donc on va regarder aux 3 thèmes séparés. Donc, le premier thème, un rappel, c'était réduire le plomb dans l'eau potable. Donc, la problématique ici, c'est vraiment que les lignes de branchement en plomb constituent une source importante de plomb. Les progrès réalisés pour éliminer les lignes de branchement en plomb, ils ont été lents, puis ils ont été fragmentés au travers de la province. Les gens peuvent ne pas savoir, comme j'ai mentionné, qu'ils ont des lignes de branchement en plomb ou même des appareils à base de plomb chez eux. Donc, ici, une action, on parle d'améliorer la notification ici, désolé. L'action, c'est vraiment d'examiner votre chez vous. Donc, comment on peut parvenir à examiner votre chez vous? Donc, si vous habitez dans une maison plus âgée et où vous savez que vous avez encore des lignes de service âgées qui sont connectées à votre chez vous, vous pouvez laisser couler votre robinet pour au moins 2 minutes chaque matin. Et puis, vous pouvez aussi chercher, si vous cherchez à remplacer des appareils dans vos salles de bain ou dans vos cuisines, comme des robinets, on peut examiner les matériaux dont ils sont faits. Donc, vraiment faire des recherches avant et assurer que c'est fait de des matériaux qui n'ont pas de plomb. Donc, ici, encore une problématique reliée au plomb. Les écoles dans la province ont souvent des taux élevés de plomb dans l'eau. Les enfants et puis les personnes jeunes sont plus vulnérables à ces taux élevés, ce qui pose une vraie inquiétude quand c'est dans des écoles. Donc, l'action qu'on propose, améliorer la notification des dépassements de plomb dans les écoles. Donc, une petite anecdote ici, la CDE a co-organisé un webinaire, malheureusement en anglais seulement, mais sur notre site web, si jamais vous voulez l'écouter, sur le plomb dans l'eau potable avec Environment Hamilton en octobre 2021. À cause à Hamilton, le plomb, c'est vraiment un problème. En fait, en 2020-2021, il y a eu 27 dépassements de taux de plomb, donc des notifications que les tests de l'eau potable, le plomb était plus élevé que la norme établie par la province. Et puis les 27 dépassements qui ont été signalés dans l'année-là à Hamilton étaient reliés à des écoles ou à des garderies. Donc, toutes des personnes jeunes, des enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un changement, surtout dans une communauté comme Hamilton? Bien, une action qu'on propose, c'est que vous pouvez écrire à vos députés provinciaux locaux d'exiger le ministre de baisser les taux de plomb de 10 microlitres à 5 microlitres. Donc, ça, comme je mentionnais à Hamilton, c'était tout passé le 10. Ça, c'est la norme de la province. Santé Canada avait déjà écrit des recherches et des papiers blancs au sujet de descendre la norme à 5 microlitres, qui serait un peu plus acceptable,
Cependant, c'est pas assez de seulement être sous le seuil du 10 microlitres, c'est vraiment d'être sous le seuil du 5 où on peut voir vraiment une meilleure protection. Aussi, on a parlé de discuter avec vos élus de la province. Ensuite, on parle vraiment à un niveau plus local, de discuter avec vos conseillers municipaux, l'importance de tester l'eau dans vos écoles et dans vos communautés. Là, on se retourne vers la qualité de l'air. Donc, le problème ici, c'est que les gens peuvent ne pas savoir qu'un permis d'émission peut être demandé au sein de leur communauté. Donc, une action qu'on propose, utilisez vos droits sous la Charte des droits environnementaux de l'Ontario. L'objectif de la Charte, c'est vraiment la prévention, la réduction, l'élimination des polluants qui sont une menace déraisonnable à l'environnement et aux humains. Donc, ces mécanismes de la Charte incluent des moyens par lesquels les résidents peuvent participer aux décisions du gouvernement de l'Ontario qui ont une incidence ou un vrai impact sur l'environnement proche de chez eux. Donc, comment prendre action? Bien, on parle les membres du public, vous avez la possibilité de faire des commentaires sur les avis qui sont postés au registre environnemental de l'Ontario. Donc, le registre, c'est un site web qui est établi sous la Charte. Et puis, la Charte fournit vraiment un avis au public par moyen du registre. Et puis, les décideurs doivent tenir compte de chaque commentaire qui est publié au registre. Donc ici, j'ai une image de ce que le registre a l'air. Donc, vous rendrez au site web et ensuite vous appuyez soit sur le bouton Rechercher ici ou la carte. Et puis, ça, c'est qu'est-ce que la carte a l'air. Donc ici, j'ai juste fait une capture d'écran. Je m'ai mis sur Sault-Sainte-Marie. Ici, on peut voir tous les avis de permis. Pas nécessairement seulement reliés à l'air, mais vous pouvez filtrer pour des projets qui requièrent des permis d'air. Et puis ici, vous pouvez voir que au centre-ville Sault-Sainte-Marie, il y en a 12 et dans les alentours, il y en a environ une autre vingtaine. Donc, ça ici, c'est un outil extrêmement important pour le public. Vous pouvez... OK, ouais. Donc, j'ai juste une capture d'écran pour la carte, mais la même chose ici, si vous allez sur Rechercher, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc, vous pouvez mettre Sault-Sainte-Marie, Sudbury. Vous pouvez mettre votre ville, Timmins. Ou vous pouvez aussi mettre le nom de l'industrie. Vous pouvez mettre le type de permis, des mots-clés comme ça pour vous aider à filtrer les résultats et vraiment voir qu'est-ce qui apparaît sur le registre. Donc, une chose importante, c'est qu'il y a quand même un délai pour poster un commentaire. Habituellement, c'est 30 jours pour certains projets qui sont plus complexes ou plus grands ou plus importants. Le délai est étendu à 45 jours, mais c'est vraiment important d'envoyer votre commentaire quand il est posté dans le délai qui est écrit dans le registre. Donc, ça, c'est important de garder un œil sur ça. Ça, c'est une bonne façon de rester au courant de ce qui se passe dans votre communauté. Donc, ici, vous pouvez faire pas mal la même chose, mais c'est d'utiliser l'Inventaire national des rejets des polluants, qui est un système un peu similaire, mais sur la base du Canada. Donc, vous pouvez vous rendre au site web. Ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air. Ensuite, ici, vous appuyez sur le bouton « L'outil de recherche des données » de l'inventaire. Ça, c'est qu'est-ce qui va apparaître. Donc ici, vous pouvez voir que
la prochaine diapo va le démontrer mieux, mais vous pouvez commencer à insérer des critères de recherche. OK, ça c'est plus proche. Donc, vous pouvez mettre les années, le nom de l'entreprise. Ici, j'ai mis Valley quelque chose. Les gens du Nord d'Ontario vont connaître. Ou si vous savez le nom de la substance, j'ai mentionné la benzène. Vous pouvez mettre des choses comme ça. La province, le code postal, plein de critères ici pour chercher des résultats. Donc, ça, c'est les résultats que j'ai eus pour Valley. Ici, on a toutes les années, on a les codes pour les enregistrements de données qui apparaissent. Donc, vous appuyez sur un des codes. Et puis ici, on a vraiment la location, l'adresse. Et puis ici, on a les coordonnées, l'info pour la personne ressource, la personne contact que vous pouvez écrire. Donc, comme pour le registre, vous pouvez lui écrire un commentaire, demander des infos additionnelles, des questions ou bien lui faire part de vos préoccupations. Donc, c'est une vraiment bonne ressource que le public peut utiliser pour trouver, à qui envoyer une question. Donc, ça, c'est un autre outil gratuit qui est assez facile à utiliser. OK. Et finalement, on retourne à notre troisième thème qui était protéger les personnes les plus vulnérables contre la chaleur extrême. Donc, ici, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, donc en anglais, ça c'est le Residential Tenancies Act, n'exige pas que les locataires assurent que leurs unités à location soient sous une chaleur maximale. Donc, on pense souvent, les locataires, ils ont un droit prescrit quand ça vient à une chaleur minimale, donc ce qui est froid, on pense souvent à ça. Mais les locataires n'ont pas la même protection quand ça vient à la chaleur extrême. Donc, souvent, les gens les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent dans des appartements ou d'autres endroits locatifs et on n'a juste pas accès à l'air climatisé ou une autre façon accessible à se rafraîchir durant des vagues de chaleur ou des épisodes de chaleur extrême. Donc, ici, comme action, on a d'encourager votre conseil municipal à adopter un règlement relatif à la chaleur maximale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, vous pouvez discuter avec vos conseillers municipaux l'importance d'un tel règlement. Et puis, chanceux pour vous, vous pouvez même leur apporter et puis leur présenter un règlement type. Donc, la CDE a rédigé un règlement type à ce sujet. Donc, ici, j'ai sorti juste un extrait, mais on est en train de le traduire au complet. Et puis, on a plusieurs articles dedans. On a des définitions comme il est prêt. Donc, essentiellement, le règlement type ici précise que les unités à location doivent être gardées sous 26 degrés Celsius. Donc, je vais juste vous lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, un système de refroidissement adéquat et approprié doit être fourni et maintenu de façon à ce que la température ambiante à 1,5 m au-dessus du niveau du plancher et à 1 mètre des murs extérieurs dans tous les espaces habitables et dans toute zone destinée à être utilisée normalement par les locataires, y compris les salles de loisirs, les buanderies, mais à l'exclusion des vestiaires et des garages, soit d'un maximum de 26 degrés Celsius. Donc, ici, on parle aussi d'un délai que ça doit être fait dans l'année qui suit l'adoption du présent règlement. Donc, ça, c'était, comme j'ai mentionné, un projet que la CDE a entrepris et il est disponible sur notre site web en anglais. Comme j'ai dit, on est en train de le traduire.
On a d'autres recommandations quand ça vient aux chaleurs extrêmes. Donc, ici, on a vraiment des exemples concrets aussi. Donc, activer les espaces publics comme centre de rafraîchissement temporaire pendant les épisodes de chaleur extrême. Donc, ici, on a un exemple de la ville de Hamilton où ils ont ouvert des sites où les résidents peuvent se rafraîchir. Et puis, ils ont aussi affiché une carte de les endroits-là sur leur site web qui est accessible. Une deuxième, c'est un exemple de la ville du Grand Sudbury, offrir un transport public gratuit vers les lieux de rafraîchissement pendant les épisodes de chaleur. Donc, ils ont utilisé leurs autobus de ville pour apporter les gens à ces endroits-là parce que, comme j'ai mentionné tantôt, souvent, les gens qui n'ont pas accès à leur clim dans leur unité, ils ont aussi peut-être d'autres problèmes d'accès à se rendre physiquement à ces endroits-là. Donc, la ville de Sudbury a fait un bon exemple, utiliser les autobus transport. Ensuite, on parle de distribution d'eau embouteillée aux populations à risque élevé. Encore, pendant les canicules, la ville du Grand Sudbury fournit de l'eau gratuitement aux personnes les plus vulnérables en partenariat avec d'autres organisations. Autre recommandation avec nos exemples. Ici, on parle d'améliorer la protection des travailleurs extérieurs en cas de chaleur extrême. Donc, à Windsor, ils ont un plan d'adoption climat qui ont identifié les options qui permettraient de modifier des horaires de travail du personnel extérieur ou de déplacer les tâches plus tôt dans la journée, plus tard le soir, quand il fait moins chaud pendant des canicules ou des vagues de chaleur extrêmes. On parle aussi de travailler plutôt dans des endroits ombragés et de la protection solaire. On parle aussi d'un exemple ici de cartographie pour identifier les populations vulnérables. Donc, ça ici, c'est quand une ville entreprend un exercice pour faire une carte qui identifie les communautés où les populations les plus vulnérables sont localisées dans la ville. Donc, ici, c'est un exemple de la ville de Toronto qui a fait ça. Ils démontrent les points chauds de la ville et ils ont regroupé ça avec les populations les plus vulnérables de la ville pour voir où les populations et les points chauds se regroupent pour pouvoir mieux avoir une idée de comment aider ces populations spécifiques-là. Et puis, la sixième recommandation, c'était vraiment de travailler avec les propriétaires puis les organismes communautaires pour établir un registre de personnes vulnérables afin de communiquer de manière proactive avec elles et leurs soignants un cas de temps extrême. Donc, ici, on parle du service de santé publique de Durham qui informe rapidement dans le plus court des délais, leur municipalité locale puis leurs partenaires communautaires des épisodes de chaleur extrême qui fournissent des services aux personnes vulnérables. Donc, ils ont des différentes façons d'envoyer ces notifications-là, mais ça, c'est vraiment pour les gens qui sont les plus vulnérables et travailler encore avec plusieurs organismes pour s'assurer que personne est oublié ou on pense proactivement aux gens les plus vulnérables dans la communauté. Donc, ça termine ma présentation aujourd'hui. Je vais juste voir s'il y a des questions. Et puis, on va arrêter l'enregistrement juste pour voir ça.